En Côte d'Ivoire, comme un peu partout en Afrique, les personnes atteintes de l'albinisme, plus connues sous le nom d'albinos, continuent de souffrir du regard de la société. Je sais que les albinos sont des êtres humains comme nous. Bon, ils ont un teint un peu différent. Ils sont un peu marginalisés dans la société à cause de leur teint. Je le vois, mais vraiment, je me suis approché d'un albinos, mais vraiment, sa manière de vue, j'essayais de lui poser des questions, bon, ça l'a énervé. Tout ce que je voulais savoir, c'est tache qui est dessus, c'est quoi qui provoque ça. Donc un coup, bon, il s'est énervé. Bon, j'essayais de le... Je suis allé envers lui encore pour le convaincre un peu, pour essayer de le blaguer. Je vois que bon, ces mots-là, vraiment, ça l'a choqué. Depuis à ce temps, je ne sais rien sur eux encore. Comme toute personne en situation de handicap, les albinos ont des besoins spéciaux. Il faut toujours mettre des crèmes solaires. Il faut aussi porter des lunettes ophtalmologiques ou des verres protecteurs contre le soleil. Et cela fait une particularité parce que la vue n'est pas comme pour les autres. La personne albinos voit en moyenne sur 3 sur 10. Donc déjà, c'est une barrière. Et aussi, comme j'avais dit, le problème récurrent, c'est la peau aussi. Donc c'est ces deux particularités qu'une personne albinos a. En plus de cette situation déjà difficile, les albinos doivent affronter les préjugés dont ils sont victimes. Le regard des autres, ça c'est récurrent. On ne peut pas faire une journée sans confronter ce problème. Des gens qui vous crachent quand ils vous voient, des gens qui vous fuient, des gens dans le véhicule de transport commun qui changent de place quand ils vous voient, ou bien qui ont peur de s'asseoir sous prétexte que peut-être tu vas les contaminer, ou bien on dit que si une personne albinos est assise à côté d'une femme enceinte, son enfant va devenir albinos. Donc ce préjugé fait qu'il y a des barrières qui existent. Voilà, et cela fait que les personnes font toujours des rejets envers les personnes atteintes d'albinisme. Avoir un emploi ou un conjoint est encore un luxe que de nombreux albinos en Côte d'Ivoire ne peuvent pas encore se permettre. Si on peut nous permettre aussi de travailler aussi comme les autres. Moi par exemple, j'ai voulu être dans l'armée, mais je n'ai pas pu être accepté parce que je suis albinos. Sous prétexte qu'il y a des choses pendant la formation que je ne pourrais pas supporter. Il y a les gens, ils sont chez Marabout, ils disent qu'il faut sortir à femme albinos. Ou soit il faut envoyer chevet des femmes albinos. Il y a les gens qui viennent vers nous par intérêt. C'est justement pour changer le regard des autres sur cette frange de la population que l'ONG Bien-être des albinos a organisé ce vendredi à l'espace Figailleux de Yopougon une campagne de sensibilisation pour une meilleure insertion sociale des personnes atteintes de l'albinisme. Ça a pour but de sensibiliser la population. C'est pour dire à la population que l'albinisme, tout le monde est la même chose, tout le monde est né égaux, que nous avons les mêmes droits. En Côte d'Ivoire, nous avons des cas, même tout récemment, il y a un albinos qui a été, un petit albinos qui est hospitalisé actuellement, qui a été sodomisé par une personne, soit disant que il était à la recherche d'un pouvoir bénéfique. La Côte d'Ivoire a déjà voté des lois et ratifié des conventions qui devraient protéger les albinos, comme toutes les personnes en situation de handicap. Seulement les habitudes ont la peau dure. Construction de centres de santé intégrés, d'écoles primaires, électrification villageoise, réalisation de ponts, de logements d'infirmiers et de sages-femmes, des projets pour le bonheur des populations de la région du Poro, réalisés par le Conseil régional. Depuis 2013, plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour impulser le développement. Pour voir de plus près ces réalisations et prendre les préoccupations des populations, Thiemo Koyade et son équipe ont sillonné quelques villages. De Noufé à Fononkaa, en passant par Kamara, Tolele-Vogo, Fodioloka et Sediogo, les populations se réjouissent de la mise en place de ces structures de base. Nous disons un grand merci au président du conseil régional du Poro. C'est grâce à lui aujourd'hui nos enfants n'ont pas de difficultés pour relier l'école. Il fut une année où nous avons perdu malheureusement 2 enfants. Par manque de pont, ils venaient à l'école et puis il y a une pluie. Les enfants n'ont pas pu se porter, ils sont restés, ils ont voulu traverser l'eau, ils sont restés. Cette visite de terrain a été l'occasion pour le président du conseil régional du Poro de réaffirmer son engagement pour le développement. Désormais, nous allons poursuivre plus avant. Les populations verront davantage de réalisations nouvelles qu'ils attendent effectivement. Nous faisons les investissements qui sont porteurs de l'avenir.
Au cours de la deuxième session ordinaire, le programme des investissements au titre de l'année 2017-2018 a été présenté aux populations. Plus de 25 projets seront réalisés pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Réunion marketing à l'abbaye de Chantelle. Aujourd'hui, c'est le marché allemand qu'on ausculte. Dans cette congrégation de bénédictines, 10 laïcs et 11 sœurs travaillent ensemble. Leurs produits, les cosmétiques, objectif principal, faire vivre la communauté et son abbaye classée monument historique. On doit viser en effet une rentabilité, on ne peut pas se permettre d'être en déficit. Alors on va essayer de viser quelques bénéfices, pourquoi ? Pour pouvoir aussi permettre aux sœurs d'investir dans les travaux. Comme vous pouvez voir, actuellement on est en train de refaire les toitures de l'abbaye ou autre, tout ça c'est une somme, c'est de l'argent. Et donc on a besoin de cette entreprise pour avoir cet argent, donc dégager les bénéfices pour pouvoir les réinvestir. Recherche et développement, conditionnement, vente par correspondance, l'entreprise gère ses produits de la conception à l'expédition. Une PME comme les autres, mais où le profit passe après la bienveillance. C'est sûr qu'on a une politique d'entreprise qui veille au respect des personnes, qui veille à la collaboration entre sœurs et salariés. On a aussi qui veille aussi aux relations avec nos partenaires, avec les fournisseurs, etc. Il y a des valeurs. En France, près de 250 monastères ont une activité commerciale. Leur chiffre d'affaires avoisine les 75 millions d'euros. L'équivalent d'un gros hypermarché, une microéconomie dans l'air du temps. Les moines contemplatifs, l'ordre bénédictin cistercien existe depuis le Moyen-Âge. Et bien aujourd'hui, en 2017, ils proposent des produits qui répondent aux attentes des consommateurs. Des produits authentiques, artisanaux, parfois bio, pas tous, hein, mais bio, spirituels. Le consommateur d'aujourd'hui est en quête de spiritualité, d'éthique, de sens. Donc le produit monastique satisfait ces attentes, même pour des consommateurs qui ne sont pas croyants. Face à une demande croissante, certaines abbayes n'hésitent pas à refuser des commandes. À Chantelle, on espère pouvoir continuer à embaucher pour ne pas rompre l'équilibre entre travail et prière. Quand tu priais en même temps que Sarah. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Jean Prang, quitte le 23 octobre 2006 ce pays pour New York où il doit rencontrer Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, qui estime que les diplomates néerlandais restaient en fonction jusqu'à nouvel ordre. Khartoum a décidé de l'expulser après qu'il a évoqué des défaites de l'armée face aux rebelles du Darfour, région de l'ouest du pays en guerre civile. Khartoum lui reproche de s'être ingéré dans les affaires des forces armées, de cultiver une animosité envers le gouvernement et les forces armées, d'avoir abusé de son pouvoir et ignoré les contraintes de sa mission. Le 14 octobre, le diplomate néerlandais, connu pour son franc-parler, avait écrit dans son blog personnel que l'armée soudanaise avait subi 2 défaites au Darfour, ce qui avait rendu furieuse l'armée qui avait réclamé qu'il soit déclaré persona non grata. Les autorités soudanaises estiment aussi que cette déclaration va dans le sens des pressions internationales visant à les contraindre à accepter une force de l'ONU dans cette région où quelques 200 000 personnes ont péri à cause de la guerre et de ses conséquences humanitaires depuis le début du conflit en 2003. Sans précédent dans les relations entre le Soudan et l'ONU, cette décision a été vivement critiquée à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Au plan intérieur, le gouvernement autonome du Sud-Soudan a qualifié l'expulsion de mauvaise décision qui ne va pas améliorer les relations avec la communauté internationale. Selon lui, cette décision peut mettre en danger l'administration fédérale mise en place en 2005 après un accord entre le Parti du Congrès national du président Omar el-Béchir et les anciens rebelles sudistes. L'UIA s'est refusé à tout commentaire officiel. Mais selon un haut responsable de l'UIA, cette expulsion est déplorable. Il a expliqué sous couvert de l'anonymat qu'elle peut entraver l'avenir de la mission de paix de l'UIA parce que l'Union africaine n'a pas les ressources suffisantes pour rester seule au Darfour.
La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a déploré que la situation se détériore au Darfour et souhaité que la communauté internationale agisse.